Merci d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Nuits de la lecture. Donc pour cette occasion, on a invité Fabien Clavel, que vous allez découvrir. C'est lui qui a proposé toute cette journée thématique. Au départ, c'était une proposition de Fabien Clavel qu'on a suivie. On en est très content. Et donc là, on est sur la première rencontre de l'après-midi où on va parler de Fabien Clavel et de ses romans. Bonjour Fabien Clavel. Bonjour. Bon, on fait comme si on ne s'était pas déjà vu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, c'est allumé ou pas? Non. C'est pour ça que c'est marqué off. Là, c'est bon. Ouais. Oui, donc bonjour. Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'écris. J'ai commencé en écrivant pour les adultes. Ensuite, j'ai écrit pour la jeunesse. Et j'écris beaucoup, parce que j'aime bien beaucoup écrire. Et ce qui relie un peu mes romans entre eux, c'est que la plupart du temps, ils sont dans ce qu'on appelle les genres de l'imaginaire, que j'aime bien varier, mixer, etc. Voilà, à peu près. Je sais pas si c'est succinct, mais... Et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans votre profil, c'est que vous êtes vraiment... Enfin, vous venez de deux pôles différents, je dirais. C'est que d'un côté, vous avez une formation de lettres classiques, vous avez fait Hippocagne, vous êtes un grand lecteur de Hugo, par exemple. Et puis, d'un autre côté, vous êtes aussi un passionné des littératures de l'imaginaire et des jeux de rôle. Et ça m'a l'air d'être un peu deux hémisphères, enfin, ça fait un peu grand écart. Alors oui, ça peut paraître différent, c'est-à-dire effectivement j'ai une formation classique, plutôt antiquité et 19e au niveau littéraire, plus à côté tout ce qui est un peu pop culture, jeux, etc. Mais en fait ça se rejoint assez vite, c'est-à-dire que moi par exemple j'aimais beaucoup Hugo, parce que Hugo, d'une certaine manière, c'est déjà de l'épopée, même Les Misérables, qui est historique, on est dans l'épopée rapidement et ça rejoint la fantaisie. Et je vais pas retrouver le titre, La fin de Satan et La légende des siècles, c'est des épopées vraiment on pourrait presque les publier dans de la fantaisie sans problème. Donc tout va ensemble. Et même des auteurs comme Zola, c'est pareil, Zola il commence gentil, naturaliste, et puis très vite il déborde, et c'est pareil, on part dans l'épopée, avec des monstres mythologiques et tout ça, il n'arrive pas à se retenir. Donc toute la littérature du 19e vraiment colle beaucoup à l'imaginaire de la fantaisie. Et dans l'Antiquité, j'ai même pas besoin de le dire, en fait tout vient de là. Donc on a déjà les épopées et la mythologie. D'accord. Et on se demandait comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir écrivain? Est-ce que dès l'enfance, en fait, c'était quelque chose que vous aviez envie de faire, d'écrire des livres? Ou est-ce que c'est venu plus tard, pendant vos études, où vous vous êtes dit que finalement c'était ça qui allait être votre métier? Alors en fait, moi, c'est dès la 5e. Ce que je raconte souvent, c'est qu'en 5e, j'ai essayé de réfléchir à me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et je voulais faire un métier où on parlerait de livres toute la journée. Ça, c'était très clair. Il y avait bibliothécaire. Et ben non, justement, c'est la honte pour moi. Hein. Je pourrais mentir et dire que j'y ai pensé. Non, en fait, les deux, je me souviens encore, les deux métiers auxquels j'avais pensé, c'était journaliste. Je sais pas pourquoi. J'ai rejeté l'idée assez vite parce que ça ne me correspondait pas. Et prof de français. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai des bonnes notes à l'école, ça c'est facile, c'est accessible et tout, je serai prof de français. Et en fait, pendant longtemps, je pensais que c'était que ça. Et j'ai compris, à force d'entendre cette question et d'y répondre, je me suis rendu compte que j'avais pas été suffisamment honnête et que je m'étais dit dans un coin de ma tête, quand même, j'écrirais bien des livres, mais ça, j'étais pas sûr d'y arriver. Et du coup, ça m'a pris du temps, c'est-à-dire pendant très longtemps, j'ai pas écrit. J'ai pris des notes, j'ai réfléchi à des trucs, j'ai lu beaucoup, etc. Et j'ai attendu en gros de savoir taper à l'ordinateur, ce qui est arrivé en fac, pour vraiment me mettre à écrire, parce que sinon j'étais pas sûr de pouvoir relire ce que j'avais écrit à la main, parce que j'ai une écriture manuscrite qui est un peu effrayante parfois. Sur la première page ça va, mais dès la deuxième ça commence à devenir un peu bizarre, et la troisième ça ressemble à un enlèvement extraterrestre. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre de taper à l'ordinateur, comme ça j'aurai suffisamment mûri. Et dès que j'ai su, j'ai commencé à écrire. D'accord. Alors, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers avec les genres de l'imaginaire, je voulais qu'on revienne à votre choix de ces genres-là de manière, comme genre de prédilection, et peut-être de voir un petit peu les sous-genres dans lesquels vous vous êtes illustré. Oui.
Alors oui, ça peut être long, mais en fait, moi, il y a un côté... bon, déjà, moi, j'aime les genres de l'imaginaire. Moi, je j'ai pas envie je l'ai fait très très peu, mais d'écrire de la littérature réaliste. Tiens, salut. Pardon, on se connaît. Quand on parle de genre de l'imaginaire, je sais pas s'il y a des personnes qui savent pas, mais on parle principalement de la SF, de la fantasy et du fantastique. Voilà. Avec plein d'autres sous-genres derrière, mais en gros, moi, déjà, ce que j'ai pas envie de faire du réalisme parce que bah, ça rappelle la vie, quoi, de tous les jours. Et la grande force de l'imaginaire, c'est de permettre une élaboration par rapport au monde. En fait, c'est pas une fuite seulement, ça permet un retour au monde, mais d'où? Quand on regarde les contes, par exemple, on voit toujours des histoires absolument horribles, et pourtant on est content de les entendre. C'est des enfants abandonnés dans la forêt, mangés par le loup et tout ça, et pourtant on en veut, parce que ça aide à grandir, et tout ça. Et je pense que la littérature de l'imaginaire aide à ça. Ça aide à mieux vivre, sans pour autant nous mettre la réalité dans la figure avec violence, en disant « Ah, c'est ça le réel, tu vas voir, c'est horrible !» Non. La littérature, elle peut dire exactement la même chose, mais il y a des monstres qu'on peut tuer à la fin, et ça c'est cool. Donc déjà, c'est assez vite, moi j'ai choisi ce côté-là. Et puis après, dans les genres, je me suis un peu fait une liste de tous les genres et sous-genres que je connaissais, et dès que j'en découvre un, je le rajoute sur ma liste, en me disant je vais essayer de tout faire. Voilà. Donc petit à petit... Et vous avez fait cette liste à quel moment, quand vous avez vraiment commencé à écrire des livres? Non, au bout de 4-5 romans, j'ai commencé à me dire, j'aime bien faire des listes, moi j'ai un côté un peu obsessionnel, voilà, de tous les genres, en me disant, dès qu'on commence à écrire pas mal, on se dit, il faut varier un peu les choses pour éviter de faire toujours pareil, et du coup, qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Et donc ça j'aimerais bien, et tout. Voilà, donc dans les genres, effectivement, il y a... déjà la différence entre en gros pour moi tout rentre un peu dans le merveilleux dans ce qui est les genres de l'imaginaire. Alors tout le monde n'est pas d'accord, hein, et on met le fantastique à part, mais le fantastique c'est très particulier. Je pense pas que j'ai écrit vraiment de fantastique. Moi j'ai écrit surtout du merveilleux. Après il y a le merveilleux scientifique et le merveilleux de fantasy qui pour moi sont la même chose aussi. Ça fera hurler certains amateurs de science-fiction notamment, mais pour moi, il y a tellement de porosité. C'est-à-dire souvent, je trouve, par exemple, les gens spécialistes de science-fiction ont une approche de la science-fiction qui est un peu idéaliste. C'est-à-dire on imagine quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper carré et tout, sans montrer que ça laisse autant place aux fantasmes et aux références épiques que les autres littératures. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout en même temps. Mais par contre, dès qu'il y a une petite sous-étiquette, comme le steampunk par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le steampunk, c'est un genre qui a été inventé, pour les personnes qui ne connaissent pas, je crois dans les années 80-90, et en gros c'est du rétrofuturisme, c'est-à-dire on fait de la science-fiction à la Jules Verne, comme si on était à l'époque de Jules Verne, donc en imaginant de la science-fiction comme si on était au 19e siècle. Sauf qu'on n'y est pas, du coup on peut avoir tout un recul en réintroduisant des personnages du 19e siècle, on peut mettre Sherlock Holmes, on peut faire intervenir Jules Verne, etc. Donc il y a tout un jeu avec les romans feuilletons du 19e siècle, et souvent, comme on mélange un peu tout, souvent c'est une histoire parallèle, hein, il y a un côté uchronique, c'est-à-dire à un moment il y a eu une invention, et l'histoire du monde a bifurqué, donc il y a des nouvelles inventions. Et donc voilà, le steampunk c'est un des genres que j'aime beaucoup parce que c'est déjà un grand bazar, mais c'est aussi une boîte à outils géniale pour inventer tout et n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est une des étiquettes que j'aime bien. Mais après voilà, il y a la fantasy, il y a différentes sortes de fantasy, mais après on peut y passer la nuit, c'est-à-dire que il y a la low fantasy, la high fantasy, il y a la fantasy animalière par exemple, j'en ai jamais fait, ça j'aimerais bien en faire. Donc c'est de la fantasy avec des animaux. Voilà, donc j'ai une liste très très longue et je ne l'ai pas beaucoup remplie encore. Alors moi je suis vraiment pas spécialiste des littératures de l'imaginaire, hein. C'est plutôt Caroline qui a cette casquette-là dans l'équipe. Mais j'ai l'impression que quand on va écrire une littérature de genre, il y a quand même des grands attendus, des grands standards du genre. Mais alors, est-ce que vous, quand vous dites « Tiens, je vais m'attaquer à du steampunk » ou « Je vais m'attaquer à de la high fantasy », est-ce que vous essayez de correspondre aux standards ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de les tordre et de les corrompre? Ou les deux en même temps?
Les deux en même temps, en fait. Les deux en même temps, c'est-à-dire, moi, je vais d'abord me renseigner pour voir à fond le domaine dans lequel je mets les pieds, pour compléter les lacunes que je pourrais avoir. Et ensuite, souvent, si je me mets à écrire, c'est que je vais essayer de trouver une idée, justement, un peu originale, un petit pas de côté par rapport au genre, qui va rendre le roman intéressant. Par exemple, ça peut être sur les zombies, je m'étais beaucoup documenté. À un moment, j'avais envie de faire un truc sur les zombies. Et voilà, j'avais lu pas mal d'essais dessus, notamment un essai que je conseille qui est Petite philosophie du zombie, qui est passionnant. J'avais regardé plein de films de zombies, etc. Et la petite idée originale que j'avais eue, c'était de confronter des vieux qui ont du mal à marcher, qui sont fauteuils roulants, qui ont leur perf à la main et tout, et qui sont poursuivis par des zombies. Et ce qui fait que ils sont presque à égalité, quoi. Et c'était eux les seuls survivants en plus. Voilà, dans l'histoire, c'est eux qui sont les seuls survivants. Donc les autres se sont tous fait balayer. Et il y a que les petits vieux, parce qu'eux comprennent comment fonctionne le zombie, puisqu'ils sont confrontés au même problème, voilà, pour s'en sortir. Et donc c'était des personnages en maison de retraite, qui faisaient un peu sécession. Et quand ils décident de ressortir, le monde est envahi par les zombies, il n'y a plus qu'eux. Voilà. Donc ça commence un peu comme une grosse blague. Voilà. Donc quand je trouve une petite idée comme ça que je trouve marrante, elle n'est pas forcément drôle mais intéressante, et je pars là-dessus en me disant ça va peut-être être intéressant et ça vaut le coup d'écrire sur le sujet. Et le roman c'est, attendez, il faut que je vous donne le titre quand même, c'est l'Évangile cannibale. Je sais pas, je voulais. Oui, il y a une question effectivement que je voulais vous poser, c'est vous sautez justement de sous-genre en sous-genre de l'imaginaire. Vous avez en fait un peu envie de toucher à tout, de vous essayer à tout à tous ces genres-là, mais est-ce que ce serait pas plus simple de vous cantonner à un genre pour que les lecteurs vous identifient et ceux qui aiment ce genre s'y retrouvent plus confortablement? En fait, est-ce que ça déstabilise pas un peu le lecteur d'avoir cette envie de changer à chaque livre? Voilà. Alors si, sûrement, effectivement. Je pense que c'est plus facile pour des gens qui font tout dans le même univers, qui vont faire un énorme cycle avec des sous-cycles et des préquels et des séquelles. Mais moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, en fait. Je pourrais pas faire ça. Je pense que c'est une question de tempérament. Il y en a qui sont très très bons là-dedans. Voilà, par exemple, ma femme relisait Robin Hood. Il y a une quantité astronomique dans le même univers et tout. Moi-même, en tant que lecteur, au bout d'un moment, j'étouffe, même si c'est génial. J'en peux plus, j'ai envie de sortir, de faire autre chose, voir d'autres genres, d'autres auteurs, voilà. Donc moi, ça va plutôt vers la variété, parce que moi, ça me permet d'explorer aussi, et c'est un peu une excuse pour lire, et voir des films ou des séries en même temps, parce que ça me permet de me cultiver, voilà. Par contre, effectivement, je me suis dit qu'il y avait peut-être un risque de déperdition, et pour contrecarrer ça, d'une certaine manière, je pratique le retour des personnages. C'est-à-dire que j'ai des personnages qui reviennent d'un bout à l'autre, et on peut lire un roman sur l'Antiquité et un autre contemporain, on va retrouver des éléments similaires qui voyagent entre les romans. C'est effectivement quelque chose qu'on a noté avec Caroline en lisant plusieurs, et pas forcément les mêmes titres, on s'en est réparti des différents. C'est que voilà, il y a en fait, vous n'arrêtez pas de faire des ponts plus ou moins discrets, plus ou moins secrets entre les livres. Alors ça peut être des références. Il y a une entreprise fictive qui s'appelle Macness et Visanto qui revient beaucoup. C'est les grands méchants en fait. Oui, c'est toujours les gros méchants. Une énorme multinationale tentaculaire derrière laquelle sont tous les complots et voilà. Et donc ça peut être des citations de noms d'entreprises, de lycées ou des personnages, mais qui vont revenir toujours un peu différents. Alors il y a une autre raison à ça, c'est que c'est vraiment les conditions de production des livres. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait une série, les ventes vont être divisées par 2 à chaque tome. En règle générale, évidemment, Harry Potter rentre pas là-dedans, mais en général, on voit que les grandes séries qui marchent très très bien, où il y a des espèces d'explosions de ventes, mais très couramment, les séries, en fait, ça revient quasiment tout le temps, c'est la moitié. Donc même si on vend par exemple 5000 livres du premier tome, 5000 livres pour nous c'est déjà une très bonne vente. La deuxième ça va être 2500, c'est une vente moyenne, et après on passe à 1000 et quelques, là on commence à perdre de l'argent. Du coup les éditeurs sont souvent assez réticents à faire des séries, sauf si eux en ont besoin pour leur catalogue, mais à ce moment-là c'est une demande de leur part.
Donc proposer des séries comme ça, c'est souvent difficile. Et du coup, moi, ça me permet de continuer la vie de mes personnages, même sans faire de série. Donc c'est un peu une ruse que j'ai trouvée qui me permet moi de continuer mes histoires, de ne pas abandonner mes personnages tout seuls dans la nature, voilà, et faire un petit clin d'œil un peu esthétique. Enfin, c'est un petit côté comédie humaine en fait, hein. C'est un peu la même chose. Au lieu d'explorer les endroits de la société, j'explore les genres. Et tout se rejoint parce qu'il y a tout le monde, les personnages reviennent, soit comme personnages principaux, soit comme personnages secondaires, etc. Et il y a aussi une envie d'avoir une espèce d'œuvre globale, parce que c'est assez marrant, vous faites du roman jeunesse, ado et adulte, et un personnage peut revenir quel que soit même l'âge visé, non ? Et du coup ça englobe tout dans une même œuvre. Oui, il y a l'idée de faire œuvre sans vouloir paraître vraiment pompier. Mais oui, il y a l'idée un peu ça, que tout soit cohérent, quoi. Comme ça, on peut pas. Si jamais voilà, je fais un chef-d'œuvre et tout, que tout le monde dit c'est extraordinaire et tout, les gens seront obligés de lire les autres en disant ah oui, mais attends, ce personnage-là. Donc voilà, j'attends encore, mais je me dis que si j'ai un énorme succès, ça pourrait entraîner tout le reste derrière. C'est très pensé. Vous avez des personnages préférés ? Nous, on en a un personnage préféré, c'est Ragon. Ah oui. Oui. Voilà. Il fait partie de mes préférés. C'est un chouchou. Oui. Et Ragon, c'est un très ancien personnage en fait qui existait dans le premier roman en fait que j'ai terminé. Il n'avait pas encore tout à fait ce caractère et tout, mais il apparaissait vraiment dans mon premier roman qui est Les Héritiers, qui est un roman que j'ai écrit, le premier roman que j'ai terminé, c'était en 2001, et il était déjà là. Et c'est en le reprenant peut-être 10 ans plus tard que je lui ai donné ce caractère littéraire, on va dire, qu'il n'avait pas encore. Alors, peut-être qu'on peut présenter qui est ce Monsieur Ragon, parce que pour les gens qui ne sont pas lu. Alors Ragon, c'est un personnage donc, qui apparaît principalement dans Feuillet de cuivre, qui est là-bas. C'est un enquêteur de police, un inspecteur qui monte pas très haut dans la hiérarchie, qui est très grand, très costaud et qui grossit de plus en plus au fur et à mesure du temps, ce qui est très étonnant parce qu'on ne voit jamais manger, et c'est fait exprès. Et lui, en fait, il est spécialisé dans les enquêtes littéraires. C'est-à-dire, dès qu'il n'y a pas de livre dans l'histoire, ça ne l'intéresse pas. Et la scène que je raconte souvent, qui peut faire sur la manière de réaliser son enquête, c'est qu'on l'envoie dans une pièce où quelqu'un a été assassiné. Il arrive, on lui dit « Regardez, voilà le cadavre. Oh, ne me montrez pas ça, c'est dégoûtant. » Et il va regarder la bibliothèque. Et en examinant la bibliothèque, il comprend ce qui s'est passé. Il va résoudre l'enquête par rapport à ça. C'est un anti-expert, si vous voulez. C'est l'inverse, c'est le versant littéraire. Et vous avez aussi un anti-Ragon, puisqu'il y a aussi dans d'autres livres le personnage de Nogar. Oui. Donc, Nogar, c'est le prénom Ragon inversé, enfin le nom Ragon inversé. Et vous l'avez dit, Nogar, Ragon, pardon, il est très sympathique. Et puis, il est très gros. Oui. Et puis, Nogar, il est a priori, à première vue en tout cas, plutôt antipathique, et très grand et maigre. C'est ça. Et non, en fait, il est super attachant, je l'aime bien. Mais... Il peut être sympa, mais il a un abord rugueux, disons, effectivement. Mais oui, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, au niveau publication, Nogar a existé au niveau éditorial avant que Ragon n'apparaisse. Mais j'avais déjà envie, en fait, de faire des petits jeux comme ça, et ça fonctionnait. Et après, il y a toute une mythologie attachée à ces deux personnages, parce qu'on sait pourquoi l'un est le reflet de l'autre, etc. On n'a pas encore lu ça. Ah. Alors, c'est pas dit clairement, je vous ferai une liste. Oui, puis Ragon, il est inspiré aussi d'autres enquêteurs. Enfin, on voit derrière un peu Sherlock Holmes, son côté un peu à la fois très sensible et puis en même temps misanthrope. Donc, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui aime les livres et tout, qui se considère comme un marginal en fait. Donc c'est pour ça que sa carrière de policier n'avance jamais. Parce que lui, d'ailleurs, je m'étais rendu compte et je l'ai gardé, il arrête jamais personne. Il résout l'enquête, mais il arrête jamais personne. On ne voit jamais arrêter quelqu'un. Il dit juste j'ai compris comment ça se passait. Et lui, ça s'arrête là à son plaisir. Il a juste compris. Les suites judiciaires, ça le dépasse complètement. Et est-ce qu'il va y avoir une suite à la suite,
À Feuillet de cuivre, alors normalement oui, ça va être les 10 ans l'an prochain, parce que ça fait 9 ans que le livre est sorti, et j'ai toujours prévu, en fait, il faut savoir que donc, les Feuillets de cuivre, c'est un roman, mais qui est composé au départ de nouvelles. Et en fait, il y a un double mouvement dedans, c'est-à-dire que déjà c'est un roman que j'ai écrit au moment de la naissance de ma fille, parce que j'étais tellement fatigué, ma femme aussi, de toute façon, mais j'étais tellement fatigué que j'avais pas la disposition mentale pour retenir tout ce qu'il faut retenir dans un roman. Parce que pour écrire un roman, il faut avoir tout en tête, sinon on galère abominablement. Il faut savoir que, ah zut, là-dessus je me suis trompé, il faut que je change tel élément. Moi je sais où c'est, quand je suis en train de travailler dessus. Là, c'était pas possible. Donc j'aurais dû rechercher, relire le temps. Enfin bon, c'était. Donc je me suis dit, je vais écrire des nouvelles. Et je ferai ce qu'on appelle un fix-up en bon français, c'est-à-dire tout rejoindre. Et du coup, il y a un double mouvement, c'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment sériel, c'est-à-dire on rencontre Ragon, il mène une enquête, il la résout, et on passe à la suivante. Et dans la deuxième partie, on glisse dans le feuilletonnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout est lié. Donc j'ai procédé comme ça pour celui-là, et en fait on suit sa carrière entre 1870 et 1913 à peu près, et donc il y a une dizaine d'années à chaque fois où on voit ces enquêtes qui sont un peu parsemées là-dedans. Et mon ambition a toujours été de raconter les 40 années de règne de ce personnage-là. Donc en tout ça devrait faire 4 volumes de 10 petites enquêtes à chaque fois qui ont à chaque fois leur cohérence. Voilà, bon, mais je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, là, cet été, je travaille sur la suite. D'accord, parce que là, on voit très vite sa vie défiler, oui. Mais en fait, il n'y a rien de perso. Et on voit passer, par exemple, son épouse, qui a une importance, on sent pour lui, mais on ne sait rien d'elle. Donc, il manque... Là, c'est un peu frustrant. On parlait des allusions à d'autres enquêteurs, là, c'est vraiment comme la femme de Colombo, oui. Où il dit « Ah, ma femme et on la voit jamais, Madame Colombo. Et de toute façon, il y a plein d'allusions à des enquêteurs, notamment les enquêteurs en fauteuil qui ne bougent pas de chez eux. Il y en a un dans ces... Wolf, il s'appelle, qui est un enquêteur moins connu, mais qui est obsédé par les orchidées, et qui, lui, bouge jamais de chez lui, et qui enquête entièrement comme ça. Donc j'ai rajouté plein d'allusions comme ça à divers enquêteurs célèbres ou un peu moins. Voilà. Mais effectivement, l'idée, c'est toujours que ce soit en creux. L'important, c'est l'enquête. Donc je ne sais pas si je rajouterais tellement de choses. J'ai des choses, évidemment, moi je sais ce qui se passe. On arrive à suivre quand même. Si on lit, il y a à peu près... oui, c'est frustrant. Mais c'est en creux. C'est en creux. Elle est là, mais pas vraiment. Et avant de commencer le travail vraiment d'écriture d'un livre, du coup, est-ce que vous avez déjà toutes vos références en tête? Est-ce qu'il y a une période de travail justement pour aller relire des livres ou découvrir de nouvelles choses que vous ignorez? Parce qu'en fait, vos livres sont très documentés quand même. Alors c'est un mélange, c'est-à-dire souvent il y a de la documentation en amont qui est importante. Souvent d'ailleurs, ce qui est conseillé, et ce que je conseille moi, c'est de laisser un peu de temps pour oublier sa documentation. Ça paraît contre-intuitif, mais en fait, alors faut pas laisser trop de temps, faut pas attendre 10 ans, parce que là c'est fini, on a tout oublié, mais laisser quelques semaines, quelques mois. Pourquoi? Parce qu'on oublie, mais on l'a toujours en soi. On l'a à moitié oublié en fait. Donc on peut pas le convoquer immédiatement, ce qui fait que quand on va écrire sur un sujet, ça va pas être une page Wikipédia, ça va être intégré dans nos références, c'est-à-dire on se l'est approprié. Donc il y a une partie qui va fonctionner comme ça. Et puis moi, je fais des plans quand même assez précis la plupart du temps, et je fais ce qu'on appelle de la semi-improvisation, c'est-à-dire que j'ai un plan hyper précis, où je sais en général combien je vais faire de chapitres, quelle longueur va faire le roman à quelques milliers de signes près, et je m'y tiens la plupart du temps. Et en même temps, quand je commence un chapitre, je sais comment il va finir, mais je sais pas comment je vais relier le début et la fin. Du coup, ça me permet à la fois d'avoir un plan hyper carré, qui évite de faire n'importe quoi, et des baisses de tension par exemple, et en même temps moi j'arrive à me surprendre tout seul. Parfois je trouve des idées en cours de route, je me dis ah ça c'est chouette et tout, voilà, et du coup j'écris comme un lecteur, c'est-à-dire il y a des moments j'arrive à m'émouvoir tout seul en me disant oh mais oui, oh non le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Ça permet de garder un peu de fraîcheur tout en ayant une structure très sérieuse. Moi c'est en tout cas ce système-là que j'ai trouvé qui fonctionne plutôt bien pour moi. Et en ce qui concerne la documentation plutôt historique,
Par exemple, je pensais au châtiment des flèches. On sent quand même une grosse documentation derrière, historiquement. Alors le châtiment des flèches c'est particulier parce que c'est un moment où j'avais pas mal de temps, j'écrivais pas énormément, et donc c'est un roman en fait sur l'histoire de la Hongrie. Et en gros j'ai rempli tous les trous qu'on a, c'est autour de l'an 1000 en fait, il y a un grand roi qui s'appelle István, Étienne en français, qui est un des grands rois importants de Hongrie, on le retrouve sur les billets de banque, etc. Et, et il a un règne hyper intéressant parce qu'en fait c'est le moment où on va christianiser le royaume. Et en gros, les Hongrois arrivent de l'Est, ils déferlent sur le pays, ils font des razzias et au bout d'un moment, ils se font éclater parce que les royaumes se sont associés en disant il y en a marre de ces Hongrois qui viennent nous piller et nous raqueter. Et donc, les Hongrois se prennent une défaite catastrophique. Donc, du coup, ils s'installent et ils s'installent donc dans la Hongrie actuelle. Donc, ça, c'est en 800 et quelques. Et moi, je les retrouve donc autour de l'an 1200 ans après, où justement, à force de s'installer, il y a un processus de normalisation. Ils se christianisent, et c'est István qui fait ça. Lui, son père s'est converti, mais vraiment de façon opportuniste. Alors que le fils, lui, il a été élevé dans la religion catholique, il y croit, etc. Et donc, il se dit, bah voilà, maintenant, si on veut que ça fonctionne, il faut que je construise un État moderne et que je christianise tout le monde. Sauf que le reste du pays n'est pas du tout chrétien. Ils ont encore des croyances polythéistes, etc. Donc il va faire une reconquête de l'Est. Il repart vers l'Est du pays. Et il y a un petit côté western, effectivement, parce que d'un côté, on a sa femme est de Bavière. Et donc il a les gros chevaliers bavarois avec des grosses armures très très lourdes et des gros qui chargent et qui sont hyper puissants, et de l'autre côté il y a les petits chevaux hongrois extrêmement rapides et mobiles, et les Hongrois en fait ce qu'ils font c'est qu'ils attaquent vite, ils font une fausse retraite, et c'est un peu la flèche du Bart, c'est-à-dire que quand on les poursuit en disant on va les achever, là ils se retournent et ils vous plantent une flèche dedans quoi. Et donc ça faisait un peu les cow-boys et les Indiens, c'est-à-dire l'équivalent des grosses armures lourdes, c'est les armes à feu, et en face on a deux mêmes systèmes de pensée qui s'affrontent. Oui. Et il y a des scènes, voilà, il y a des chars bâchés aussi, enfin, voilà, donc il fait une reconquête du pays. Alors pourquoi je disais tout ça? Oui, donc c'est une époque en fait où j'habitais en Hongrie. C'était important pour moi parce que ma femme est d'origine hongroise, j'ai habité 4 ans en Hongrie et tout, donc je me suis dit il faut que je fasse ce roman. Et donc là j'ai pris 1 an de documentation. Parce que j'en avais besoin, c'est-à-dire tous les détails. J'ai relu plusieurs livres que j'avais à ma disposition, à chaque fois en regardant uniquement sur tel personnage tout ce que j'avais. Donc je pense que ça a duré 1 an et la rédaction a duré 6 mois. Ça a été pour moi c'est très très long. Oui, d'autant que là c'est de la fantaisie historique et l'aspect fantaisie est beaucoup moins prégnant que dans vos autres bouquins. En fait ça vient remplir les trous de l'histoire. Voilà. Et à la limite, on peut se dire que toute la partie fantaisie, elle est imaginée par les personnages. On peut se dire que c'est juste dans leur tête, en fait. C'était l'idée, c'est vraiment leur système de croyance qui leur permet de croire ça, et je tranche pas vraiment. C'est-à-dire, on peut le lire comme de la fantaisie, ou comme un homme de l'époque, ce sera représenté le monde. Exactement. C'était l'idée, justement. Mais je savais pas d'ailleurs qu'il y avait des chamans à l'époque. Ah si. Les Hongrois ont même 2 termes pour les chamans, alors c'est pas très clair. J'ai des discussions avec mon beau-père, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, mais j'ai pas accès à toutes les sources en hongrois. Mais il y a le Toltesh, attendez, je vais vous dire des bêtises en plus. Le Taltosh. On n'ira pas vérifier. Hein. Oui, mais quand même, c'est filmé en plus. Non, il y a le Taltosh qui est une forme de chaman, et chaman, les 2 termes existent en hongrois. Mais le Taltosh, c'est vraiment le chaman hongrois à l'ancienne. Pour moi, la différence n'est pas claire entre les deux, mais voilà. Oui, non, il y a tout un système de croyances avec des runes, etc. Le Vilakfa, l'arbre-monde. Qu'on retrouve dans plein d'autres mythologies alentour, mais oui, non, c'est assez riche. Hein. Et quel écho vous faites entre cette histoire-là? Pourquoi parler de cette histoire-là aujourd'hui? Pour moi, déjà, voilà, comme j'ai dit, ça a une résonance personnelle. En plus, moi, j'avais retrouvé une espèce d'écho dans la situation bonjour madame, dans la situation de la Hongrie, parce que il y avait une espèce de dichotomie dans la Hongrie où c'est un pays qui est resté très catholique par plein d'aspects, assez conservateur sur plein de points. Et en même temps, il y a aussi un côté justement païen
qu'on retrouve dans d'autres... et pour moi, ce double héritage, on le sent encore aujourd'hui. C'est toujours pas résolu. Il n'y a pas eu de fusion complète entre les deux. Il y a deux pans qu'on retrouve, moi je trouve, dans la Hongrie actuelle. Oui, moi je pensais aussi à une espèce de nationalisme teinté de religion. Oui, aussi. Mais c'est pour montrer que voilà, justement, cette construction de la Hongrie, elle se fait en essayant de balayer tout un héritage qui est remplacé par autre chose de nouveau, mais que ça marche pas en fait. Alors effectivement, j'ai rajouté des petites allusions politiques sur les méchants. Il y a des méchants qui ont des croix avec des flèches dessus, enfin des flèches qui font des croix. Pour parler des nazis hongrois, des croix fléchées de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai rajouté des petits trucs comme ça, mais c'était pour m'amuser. Bah, tout ça, ça rejoint ce que vous disiez déjà en début de rencontre, c'est-à-dire que la fantasy, c'est pas juste une littérature de divertissement ou d'évasion, mais que ça sert aussi, par un détour ou par une métaphore, à traiter des sujets qui sont plus graves, politiques, sociaux. Bah, en fait, et ça c'est un truc qu'on apprend, je trouve, en écrivant de la littérature jeunesse, c'est qu'il faut que ce soit de la littérature d'évasion. Il faut qu'on puisse vraiment le lire comme ça, c'est presque le plus important. Mais en fait, notre lecteur, souvent, qui va être enfant ou adolescent, moi j'espère toujours qu'il va relire plus tard le livre, et donc là, il faut qu'il lui ait plu tout de suite. D'où l'évasion, etc. Mais quand il va le relire plus tard, il aura un œil nouveau, plus mûr, etc. Il va peut-être y trouver d'autres choses. Et il faut que les autres choses soient présentes. Et je raconte souvent, moi j'ai fait l'expérience de relire des livres que j'avais adorés quand j'étais ado ou enfant, et j'ai eu deux expériences différentes. Il y a des livres qui étaient épuisés par la première lecture, c'est-à-dire quand je les relisais, il n'y avait rien de plus, et même ils étaient morts. C'est-à-dire que j'étais plus en état, moi, d'avoir la fraîcheur d'imagination pour faire tout le boulot. L'auteur avait été suffisamment malin pour susciter des choses chez un jeune lecteur, mais il n'y avait rien de plus. Le roman, vraiment, c'était dégonflé après une lecture. Et d'autres où en relisant, je disais « Ah mais oui, j'avais raté tout ça et tout », et là je me disais quand même, l'auteur s'est pas moqué de moi, il a été généreux, quoi. Il m'a donné plus que ce que je pouvais voir, mais c'est pas grave. En le relisant, là je commence à voir d'autres trucs et tout. Moi j'essaye toujours de faire qu'il y ait une deuxième lecture au moins possible pour profiter de ça. Même pour les livres qui s'adressent à un public adulte? Pour tout, oui, ouais. Pour tout. Bah, ça fait partie de mon plaisir aussi d'écrire, parce que une histoire c'est jamais gratuit. Il y a toujours une idéologie. Est-ce qu'on tue le méchant à la fin ou pas? Bah, c'est un choix idéologique en fait. C'est pas seulement un choix dramatique, c'est un choix idéologique. Tuer le méchant, forcément, c'est quand même un peu qu'il n'y a pas de rédemption possible. On le condamne à mort, donc c'est un peu peine de mort quand même. Donc est-ce qu'on peut faire ça? Sous quelles conditions? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on accepte que dans l'univers qu'on propose, ça existe comme ça? Ou est-ce qu'on le tue par accident? D'ailleurs, on voit dans beaucoup d'histoires, les méchants sont tués par accident. Où le méchant s'énerve, il trébuche et il tombe dans le ravin. Ah bah c'est de sa faute, nous on l'a pas tué. Oui, c'est super facile, comme ça n'incrimine pas les gentils. Voilà, mais on l'a tué quand même, donc on arrive à quand même ce truc-là. Voilà, donc après il faut justement trouver des solutions qui soient intéressantes et en même temps satisfaisantes. Donc ça c'est compliqué, mais du coup on est obligé de réfléchir quand même à l'histoire qu'on écrit. Donc ce sous-texte, pour moi il est forcément là. Sinon on se met à écrire des choses idiotes, il y a toujours le risque, quoi. Et je vais vous demander aussi comment est-ce que vous faites pour vous réapproprier ce qui est préexistant, parce que vous partez beaucoup de figures qui sont très connues. Je vais prendre au hasard la figure du vampire. Et comment est-ce que vous avez écrit plusieurs romans de vampires? Comment est-ce que vous appréhendez du coup ce genre-là en vous disant voilà, je vais créer mes vampires et tout le monde a déjà lu ou vu des vampires, mais ceux-là ce seront les miens? Alors déjà, je pense, faut l'aborder avec modestie. C'est-à-dire, il y a des tas de gens qui ont écrit dessus. On va peut-être pas révolutionner la figure du vampire. Voilà, une série comme Buffy ou les livres d'Anne Rice, c'est des jalons très importants, mais c'est 2-3 œuvres sur des milliers. Donc, faut l'aborder avec modestie, je pense. Et après, toujours trouver un peu le petit pas de côté. En fait, c'est pas la peine de créer un truc qui serait une créature qui serait des vampires juste en changeant le nom. C'est pour ça, il y a une époque en fantasy, on trouvait beaucoup ça. C'est-à-dire que il y avait des vampires, mais on les appelait des pires-vents ou je ne sais quoi, pour faire croire que c'était original.
C'est quand même le cas dans, par exemple, la trilogie Le Miroir aux vampires. Oui. Vos vampires s'appellent des... Alors, je sais pas comment on prononce, Sanguisugai. Oui, mais c'est des vampires. Sanguisugai. Le mot est prononcé, le mot est dans le titre. Je fais pas Oui, semblant. oui, bien sûr. Après, effectivement, toujours dans ces cas-là, c'est la métaphore qui va permettre de trouver un abord un peu intéressant. C'est-à-dire que là, voilà, quand j'ai écrit Le Miroir aux vampires, déjà j'ai cherché un motif qui n'était pas trop utilisé, et notamment le motif du miroir. C'est-à-dire on dit toujours, voilà, les vampires ne se reflètent pas dans le miroir parce que c'est un non-être, parce que etc. Mais pourquoi? Donc moi j'ai essayé d'inventer une histoire autour de ça, et je suis vraiment parti de ce motif-là. Ensuite, l'autre idée, c'était que le vampire soit vraiment une figure du mal. C'est des vampires nazis, en fait, hein, quand on regarde. Oui, ça, c'est une métaphore politique. Enfin, là, pour le coup, vous faites vraiment un parallèle. Le premier tome, ils sont en train d'essayer de coloniser un lycée pour en faire une dictature, un régime fasciste. Bah, l'inspiration, c'était La Vague, le roman La Vague. Pour ce roman-là, ça me revient maintenant, j'avais oublié que j'avais utilisé ce bouquin-là, mais c'était vraiment l'inspiration de départ. Donc là, je voulais vraiment des vampires nazis, ou affiliés, quoi. Mais après, on peut changer la métaphore. Par exemple, j'ai écrit Homo Vampiris, qui parle de vampires un peu dans l'avenir, un avenir un peu détraqué et tout. Là, le vampire, c'est vraiment la figure du parasite. C'est celui qui vient sucer le sang, qui va survivre uniquement parce que il y a quelqu'un d'autre qui est vivant à côté et dont on va pouvoir aspirer l'énergie. Voilà, c'est que des choses comme ça, et c'est comme ça que je trouve que c'est intéressant, et ça permet de renouveler un peu. Pareil pour la figure du zombie. C'était celui dont je parlais tout à l'heure, c'était une figure du vieillissement. Et de la façon aussi dont on abandonne les vieux en disant va crever dans un coin, tu nous gênes, t'es pas beau à voir, on veut pas voir ça. Qui est d'ailleurs une figure inversée du vampire. Hein. Le vampire, on ne vieillit pas. C'est merveilleux, on est mort mais on vieillit pas. Le zombie, lui, c'est on vieillit et c'est moche. Et donc il y avait ça, et dans une autre histoire, c'est Métro Z, où le zombie finalement était une métaphore d'une personne traumatisée. C'est-à-dire incapable de réagir, qui est extérieur, etc., parce que c'était suite à un attentat. Donc voilà, moi je pense qu'on peut s'en sortir comme ça, on reprend des créatures, et on essaye de voir comment ça peut coller aux peurs contemporaines, à nos peurs à nous, et pour le tirer dans un sens intéressant, quoi. Et puis là, pour reprendre par exemple Homo Vampiris et Le Miroir aux vampires, donc vous vous réappropriez les grands standards, mais en même temps on voit que il y a des petites références qui sont glissées. Là, du coup, comme je regarde Buffy en parallèle en ce moment, il y a plein de scènes par-ci par-là qui font discrètement référence à des scènes de la série. Et quand on lit et qu'on voit la série en parallèle, ça devient complètement évident. Il y a dans Homo Vampiris, il y a des scènes de combat où Fedora elle a une robe longue et c'est pas pratique pour se battre, et du coup elle va devoir fondre sa jupe. Je les ai plus en tête là dans le direct, mais j'en avais noté plusieurs où on retrouvait des... Voilà. Oui, alors Buffy, c'est dur de s'en détacher pour moi. C'est vraiment fondateur au niveau de l'imaginaire, pas seulement sur l'imaginaire vampirique. C'est vraiment, je parlais des métaphores et tout ça. Buffy, c'est vraiment une série qui dit mes monstres sont des métaphores, et tu peux le voir comme du divertissement parce que c'est rigolo, c'est des vampires qui font du karaté, et c'est vrai que c'est drôle. Et en même temps, c'est toute une métaphore de l'agression. Toute la série Buffy, c'est une métaphore de l'adolescence. Donc voilà, et c'est une série vraiment qui est riche pour ça, et pour moi qui est un exemple, parce que ça permet de montrer à la fois un truc distrayant, on a le côté évasion, mais on a aussi le côté métaphore derrière. Donc ça joue sur tous les tableaux et c'est formidable. Regardez Buffy. On parlait tout à l'heure du fait que vous écriviez pour les adultes et aussi pour la jeunesse. Quelle différence vous faites quand vous écrivez un livre pour adultes ou un livre pour un public jeune? Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour la jeunesse? Est-ce que les thèmes sont différents? Alors je dirais pas que c'est plus difficile d'écrire pour la jeunesse. On a une fausse idée en général de se dire voilà, c'est pour les jeunes, donc il y a moins de mots, il y a moins de pages, il y a moins de vocabulaire et tout. Justement, si on veut que ce soit aussi bien,
c'est très très difficile en fait, parce qu'on a moins de marge de manœuvre. Donc non, il faut raconter autant avec moins d'éléments. Donc c'est très très dur. C'est très très dur, et pour moi c'est une espèce d'ascèse, et c'est un exercice extrêmement intéressant. D'autant plus, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours l'idée que le livre il va peut-être être relu plus tard, ou que les parents qui l'achètent pour leur enfant, ou les grands-parents, vont peut-être le lire aussi en même temps ou avant. Donc il faut que ces personnes-là aussi prennent plaisir à le lire. Donc on joue sur plusieurs publics en même temps, et en fait souvent la littérature jeunesse, pour moi c'est aussi de la littérature pour tous. Il y a plein de romans que j'ai écrits qui sont classés jeunesse, je sais qu'ils sont lus beaucoup par des trentenaires qui disent que ça en fait, parce qu'ils savent que ça va être de bonne qualité, sans avoir forcément les fioritures parfois inutiles qu'on a dans du roman adulte. Et donc un même thème, vous pouvez l'écrire soit pour la jeunesse, soit pour un adulte. Oui, c'est vraiment le traitement qui va faire la différence. Pour moi, on peut tout traiter, mais après, l'idée c'est de pas traumatiser son lecteur, parce qu'on a quand même une responsabilité. On nous fait confiance en nous disant voilà, les enfants peuvent le lire. Il faut pas qu'ils ressortent complètement horrifiés. Mais effectivement, on peut traiter de tout, mais encore une fois, j'en reviens aux contes. Les contes, c'est de l'abandon, c'est de l'inceste, c'est de la dévoration. Et pourtant, raconte-moi le petit chaperon rouge. Voilà, l'idée, c'est de faire des romans jeunesse un peu comme ça. À l'inverse, je serais incapable d'écrire, par exemple, des livres sur ces mêmes sujets, mais de façon réaliste. C'est trop dur. C'est trop dur. Moi, quand j'écris, je veux qu'il y ait un monstre. Il incarne ce problème-là, mais on peut le buter à la fin. Moi, j'ai besoin de ça. Et je pense que beaucoup de lecteurs aussi. Il y a le cas aussi de votre livre La Néréide qui illustre vraiment ça, qui est assez particulier parce que au départ, c'était votre tout premier roman jeunesse. Vous avez commencé par écrire, je crois, 6 ou 7 romans pour adultes aux éditions Mnemos. C'était vos premiers livres. Et puis, vous avez commencé à écrire un roman jeunesse. Et puis, vous avez écrit une suite à ce livre-là. Et un jour, vous avez voulu en faire une trilogie. Et en fait, c'est devenu un gros pavé en 3 parties. Mais cette fois-ci, qui est devenu un roman pour les adultes. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait justement pour réadapter tout le livre? Et puis, ça devait être un exercice assez particulier. Oui, en fait, dès le début, c'était mon premier roman jeunesse, donc j'avais pas encore intégré tous les éléments jeunesse, c'est-à-dire j'écrivais pour la jeunesse, mais un peu pour les adultes aussi. Et donc, notamment avec de la narration alternée sur plusieurs personnages. Ce que je fais beaucoup moins maintenant en jeunesse, parce que faut le temps au lecteur de s'habituer à ce genre de choses, où je le fais vraiment avec parcimonie. Et dès le début, j'avais prévu moi que ce serait une trilogie. Et j'ai pu faire que 2 tomes. Après, la collection s'est arrêtée en fait. Et pendant très longtemps, j'enseignais et j'écrivais en même temps, en fait, pendant 15 ans. Et en gros, dès que j'ai arrêté d'enseigner, le premier truc que j'ai fait à l'été même, j'ai dit j'écris le tome 3 et je pense qu'il faudra tout retravailler pour que ça sorte en intégrale, pour faire une histoire générale, parce que c'était déjà prévu pour être vraiment le parcours du personnage. Et voilà, donc en fait j'ai relu après, mais j'ai pas rajouté grand chose. C'est les premiers chapitres où il y a une mise en abîme, où on met en place la aide qui raconte l'histoire. Voilà, je me suis amusé par exemple, si vous regardez en fait, le début est en alexandrin rimé, même si la mise en page ne le montre pas. Et plus on avance, c'est des alexandrins non rimés et tout, puis ensuite on perd le rythme de l'alexandrin, on passe, et ça revient à la fin. Et c'est fait exprès pour, il y a la aide qui parle, et ensuite on passe dans la narration. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais la Néréide, en fait, c'est une sorte d'odyssée, enfin c'est une odyssée parallèle à celle d'Ulysse, en fait. Et ça se passe donc dans la Grèce antique, ça reprend toute l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée, mais avec un autre personnage qui vit dans le même univers, qui va le croiser, mais c'est une épopée à part entière, parallèle. Qui existe, ce personnage, c'est Nirée en français, moi je l'ai appelé Niréus parce que c'est plus classe, mais lui il est dans l'Iliade. Et il y a une occurrence de son nom au moment du catalogue des navires, mais il est là. Donc lui c'est pareil, je l'ai traqué pour voir où est-ce qu'il apparaissait dans les textes anciens. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais tout ce que j'ai trouvé, je l'ai pris et réutilisé.
Vous parliez de l'époque où vous écriviez et que vous enseigniez. Donc ça veut dire que vous n'enseignez plus. Et est-ce que donc vous vivez votre plume? Bah du coup oui. Du coup oui, l'éducation nationale n'aime pas trop quand on n'enseigne pas à donner de l'argent. Donc non, là je suis en disponibilité, du coup je ne touche rien du tout. Donc là oui, depuis 4 ans et quelques, je vis uniquement de l'écriture. C'est pour ça que j'écris beaucoup aussi. Voilà, oui. Mais bon, encore faut-il pouvoir fournir. Hein. Oui, bah, après on est un peu obligé. Hein. Je pense que des gens qui écriraient un livre par an, à moins d'être Amélie Nothomb, on meurt de faim. Et vous vous organisez comment? Vous avez des journées de travail type? C'est tous les jours le même rythme? Non, ça change parce que j'ai plein d'activités différentes en fait, parce que je travaille sur des jeux aussi, donc ça dépend comment je suis sollicité. Je travaille sur des albums aussi pour la jeunesse, ce qui fait que là il y a plein d'allers-retours avec l'éditeur, enfin l'éditrice plutôt souvent, l'illustrateur, l'illustratrice. Et il y a vraiment plein de moments où on va réfléchir, attention à la mise en page, ah non il y a une page de trop, finalement on a une page de moins, donc resserre ton truc, sachant qu'un scénario d'album ou de bande dessinée, chaque page est importante, on ne peut pas juste virer une page, donc il faut tout compresser, ou on a une page en plus, bon voilà, tout ça faut en tenir compte. La plupart du temps quand même, moi je travaille le matin, parce que je suis plus frais, et en général j'ai 2 heures d'écriture. Et ces 2 heures d'écriture, c'est l'équivalent de 10 000 signes. Alors 10 000 signes, vous savez que nous, on ne compte pas dans l'édition en pages, parce que la mise en page, la maquette peut tout changer. On peut faire tout le monde a fait l'essai, hein, vous êtes sur Word, vous changez la police de caractères, ça faisait une page, ça fait une page et demie. Bon, donc le nombre de pages, pour nous, ne veut absolument rien dire. Du coup, on compte en signes, ça c'est bien, il y a un petit bouton sur Word qui nous dit combien ça fait de signes. Et donc, par exemple, Feuillet de cuivre qui est là, c'est du 400 000 signes. Ça, c'est du 800 000 signes, par exemple. Ça, c'est du 350 000 signes, Les Orphelins du Rail. Les petits oranges, là, c'est du 100 000 signes, etc., etc. Et donc ça, moi, ça me permet de savoir quel temps je vais y consacrer et tout ça. Donc moi, j'écris à peu près 10 000 signes, ce qui est l'équivalent d'un chapitre, pour moi. Quand j'écris pour la jeunesse, par exemple, je divise en 2. Donc j'écris 2 chapitres à la suite. Voilà, mais ça, c'est assez intense. 10 000 signes, c'est 4 pages Word, pour vous dire à peu près en Times New Roman 12 ou 14. Donc ça fait un bon rythme, c'est une page par demi-heure, quoi. Quand ça va bien, hein. Mais la plupart du temps, c'est à peu près ça. Même parfois, c'est plus rapide, parce que tout vient vite. Bon, là, il faut que je me relise après, parce que c'est écrit n'importe comment. Mais voilà, donc il y a ces 2 heures-là qui sont très intenses. À moins que je sois hyper pressé par le temps, que je sois en retard pour mon rendu, j'écris pas l'après-midi, je vais faire des corrections, des recherches, des plans, du secrétariat. Parce qu'il y a beaucoup de secrétariats quand même qui rentrent, réclamer de l'argent, signer les contrats, vérifier qu'on n'est pas en train de se faire avoir par l'éditeur, spoiler oui, tout le temps, quasiment, presque. Mais voilà, donc il y a tout ce travail-là. Et vous n'avez pas de période où l'écriture est difficile? Il n'y a pas de période de ventre mou ou... C'est rare, puis je joue sur plein de trucs. En fait, même si je suis trop fatigué, par exemple, pour écrire, je vais tomber sur autre chose. Quelqu'un va m'envoyer un mail. En fait, voilà la version corrigée de ton manuscrit. Je vais corriger le manuscrit et le renvoyer très vite. Comme ça, j'aurais pas perdu mon temps. En général, ça avance. Là, par exemple, vous voyez, hier... j'ai écrit, alors je l'avais déjà un peu prévu, mais j'ai fait un scénario d'album le matin, et l'après-midi j'ai écrit un chapitre de 10 000 signes pour un projet en collaboration. Bon là, j'étais content, j'ai bien bossé hier. Voilà. Et beaucoup moins aujourd'hui. Du coup oui, c'est un autre type de travail. L'imaginaire, ce sont des genres qui ont beaucoup de succès, notamment au cinéma et dans les séries. Quand on dit imaginaire, on va évidemment penser à la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et puis plus récemment à la série des Anneaux de Pouvoir, et puis il y a toutes les sagas de Harry Potter, et récemment il y a eu la série sur Mercredi Adams. Enfin, ce sont des genres qui fonctionnent très très bien. Est-ce que vous savez si les spectateurs de ce genre de films et séries sont aussi des lecteurs d'imaginaire? Et est-ce que en littérature, l'imaginaire a le même succès qu'au cinéma?
Alors, clairement, la réponse est non. C'est-à-dire que si tous les gens qui vont voir, qui regardent des séries d'imaginaire ou des films d'imaginaire lisaient des livres d'imaginaire dans la même quantité, dans la même proportion, je serais richissime. Donc non, mais notamment dans l'imaginaire, il y a image quand même. Et ça, c'est très difficile de s'en défaire parce que l'image, elle propose des choses directement. Si on veut proposer ce même effet d'émerveillement dans la vision de monde qui n'existe pas et tout, alors nous, on peut en proposer gratuitement, mais ça demande toujours un effort de la part du lecteur. On oublie toujours que la lecture, quand même, demande un effort qui sera toujours plus important que de suivre un film ou une série. Même moi, qui suis habitué à lire beaucoup et tout, si je suis fatigué, je vais plutôt regarder une série que lire un roman. Donc ça, faut pas l'oublier. Je crois que c'est ça qui fait un peu une butée aussi par rapport à tout ce qui est narration audiovisuelle, c'est que ça demande un effort plus important. C'est analysé par des spécialistes. Il y a Umberto Eco qui a écrit là-dessus. En fait, on se rend compte, dès qu'on creuse un peu, ça demande un travail monstrueux en fait, de la part du lecteur. C'est même étonnant qu'il y ait autant de gens qui lisent d'une certaine manière par rapport à ça. Donc nous, voilà, si on veut reproduire le même effet, il faut déjà très bien choisir ses mots. Et puis, ça prend de la place pour décrire et tout. Donc l'action n'avance pas. Donc c'est un peu un casse-tête. Donc je pense qu'il y a ça qui joue vraiment énormément. Alors en jeunesse, on peut tricher un peu. On peut jouer déjà sur la bande dessinée, sur les albums, les romans illustrés qui permettent d'approcher un peu. Moi, je suis jamais aussi heureux que quand j'ai des illustrations dans un de mes livres, parce que c'est un vrai plaisir. Par exemple, vous voyez, Torbellino, par exemple, celui-là, il y a une histoire de tourbillon géant à l'intérieur. Et moi, ça fait des années que c'est dans ma tête, mais même au niveau des descriptions, c'était très très dur à rendre. Et quand l'illustrateur a commencé, il y a quelques illustrations intérieures, à présenter des visions du truc, déjà je lui ai donné beaucoup d'indications, parce que personne ne voyait, physiquement c'est impossible en plus. Donc, mais voilà, quand il est arrivé à donner un truc cohérent à la fin, c'était waouh, enfin, quand même, ce que j'imaginais depuis très longtemps a une consistance, quoi. Est-ce que vous aimeriez être adapté, justement, afin qu'un de vos livres soit adapté en film ou en série? Est-ce que vous avez déjà eu des propositions? Oui, alors par contre je ne sais pas si je peux en parler. Donc oui, il y a des projets, enfin il y a un projet qui est relativement avancé pour un des livres. Je ne peux pas en dire plus, sachant que c'est pas forcément pour ça. Ouais, c'est avancé, mais c'est pas pour ça que c'est sûr en fait. Dans l'audiovisuel, il y a plein d'étapes. Et ça peut s'arrêter à n'importe quelle étape en fait. Même si ça a l'air hyper avancé, ouais, tout le monde est prêt, on trouve ça formidable. Ah non. Oui, puis bon, la fantaisie, elle va en poupe, mais c'est aussi très très cher. Oui, alors voilà, il y a tout un tas de problèmes, c'est moins cher maintenant qu'avant. C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a une explosion de la fantaisie au cinéma et dans les séries, parce qu'on peut faire des choses qu'on était incapable de faire avant. On parlait du Seigneur des Anneaux juste avant, c'est arrivé pile au moment où on était capable de faire une armée d'1 million d'orques sans avoir les figurants sous la main, quoi. Donc voilà, oui, moi j'aimerais bien, moi j'aime beaucoup en fait j'aime tout ce qui est bande dessinée. Moi j'ai envie de scénariser des bandes dessinées. On m'a proposé de scénariser des petits albums semi-bande dessinée, première lecture. Je suis super content. Chaque fois que je vois les dessins arriver, je suis heureux. Par exemple, il y a une série que j'ai faite pour les plus jeunes avec Miss Patty qui est illustratrice. Elle avait juste fait les illustrations intérieures, mais moi je suis fan de ces illustrations. C'est-à-dire moi parfois je relis mon roman, mais pas parce que je me trouve formidable, c'est pour voir les dessins à côté et me dire oh, c'est vraiment cool, quoi. Donc non, ça j'adore, je serais très content d'être adapté, même si éventuellement ils font n'importe quoi. C'est même pas grave, c'est pas très grave. Si c'est nul, ce sera oublié, c'est pas grave, ça m'aura rapporté de l'argent. Et ça peut faire découvrir, donc voilà. Mais non, moi j'aime tout ça, donc je vais pas cracher dessus. Est-ce que vous avez des rapports avec vos lecteurs? En rencontrant comme ça de temps en temps, mais c'est tout. Sinon, je sais par exemple qu'il y a beaucoup d'auteurs qui aiment bien avoir ce qu'ils appellent des bêta-lecteurs. Moi, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps parce que j'ai déjà... C'est quoi ? Alors des bêta-lecteurs, en fait, vous avez quelques lecteurs qui vont lire votre manuscrit, parfois à différentes étapes d'écriture. Et donc vous allez leur proposer ça à 1, 2, 3 personnes qui vont vous faire des remarques. Donc ça peut être très précieux, mais en même temps, dans mon organisation, moi j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça, et puis ou alors il faut vraiment quelqu'un de confiance
qui est capable d'être à la fois hyper précis. Enfin, pour moi, c'est un travail d'éditeur. Donc, c'est redondant pour moi avec l'éditeur. Si l'éditeur fait bien son travail, il fait vraiment ce travail-là. Donc, pour moi, l'éditeur me suffit. Et d'ailleurs, en parlant des éditeurs, comme vous écrivez beaucoup et beaucoup de choses assez différentes, vous avez aussi beaucoup d'éditeurs différents. On peut en citer, il y a Mnemos qui était le premier, et avec qui vous travaillez toujours. Il y a Rajo, Fleurus, ActuSF, Flammarion, il y a des choses moins connues comme les éditions du Chat Noir aussi. Il y en a encore d'autres. Alors, comment est-ce que vous faites pour avoir autant d'interlocuteurs différents et pourquoi pourquoi vous allez présenter tel projet à tel interlocuteur par un autre? Comment ça fonctionne tout ça? En fait, c'est venu petit à petit, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de chance parce que je déteste écrire tout seul dans mon coin et envoyer ensuite mon manuscrit. Je sais qu'il y en a qui tiennent beaucoup à leur liberté et qui ne peuvent pas fonctionner autrement ou qui apprécient ça. Moi, pas du tout. Je trouve que c'est très angoissant de se dire je vais mettre une quantité de travail énorme pour un truc qui va peut-être intéresser personne. Donc je l'ai fait à certains moments parce que j'avais très très envie. Souvent, c'est des bouquins qui sont restés un peu dans mes tiroirs et par exemple que j'attends de ressortir dès que l'occasion s'y prête. Mais moi, j'ai beaucoup procédé en fait pas par commande, mais par discussion avec les éditeurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la Néréide, la première version, donc c'est la dernière Odyssée. On m'a contacté pour travailler, pour écrire pour une collection sur jeunesse de fantasy, reprenant les mythologies. Et en fait, ça a été pareil. Rajo, je les ai rencontrés comme ça, et ils m'ont proposé de travailler pour une collection. Et c'est arrivé quasiment toujours comme ça. Alors maintenant que je suis grand et vaillant, je vais même démarcher des éditeurs en disant vous avez telle collection, moi ça m'intéresse si vous voulez. On n'a pas parlé de Gulfstream par exemple, qui est un de mes éditeurs les plus récents. En fait, eux, ils faisaient une collection par exemple de réécriture, moi j'aime beaucoup les réécritures, de réécriture de livrets d'opéra. C'est une collection qui s'appelle Prélude, qui est formidable. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit voilà, je leur ai écrit directement, prenez-moi, j'adore l'opéra, tout ça. Voilà, eux, je les ai démarchés, je leur ai proposé, mais avant d'écrire. J'ai pas écrit avant de leur envoyer, je leur ai dit voilà, moi j'aimerais participer, si vous voulez de moi, allez-y. Donc ça marche comme ça aussi, et à d'autres moments, par exemple, il y a un des romans orange, La panique dans la mythologie, qui a été adapté en bande dessinée. Et là, c'est moi qui ai supplié. En fait, le projet était déjà prévu sans moi. Il y avait déjà un illustrateur et un scénariste qui avait commencé à bosser dessus. Et moi, apprenant ça, j'ai dit mais moi, je veux trop faire de la BD. Pareil, je les ai suppliés, je me suis accroché à leurs jambes. En disant s'il vous plaît. Au début, je pense qu'ils ont été horrifiés en se disant il va nous casser les pieds, ça doit être un auteur insupportable, il va tout. Bon, ça s'est très bien passé parce que je suis pas comme ça. Mais au début, je les ai vraiment suppliés en disant voilà, prenez-moi. Et ça, je pense que quelques années auparavant, je l'aurais pas fait. Mais là, je me suis dit l'occasion est trop belle. Je demande. Au pire, ils me disent non et puis voilà. Quoi. Voilà. Mais en même temps, donc je trouve que c'est très enrichissant d'avoir plein d'interlocuteurs parce que déjà, chaque éditeur a sa manière de travailler, chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale. Pour quelqu'un qui écrit beaucoup comme moi, déjà, ça permet de placer ses textes, même quand on en écrit plein, il n'y a pas de surcharge chez un éditeur, qui n'est pas capable d'absorber tout ce que j'écris. Donc en répartissant sur plusieurs. Et en plus, comme ils ont leur propre ligne éditoriale, ça fait des collections différentes, des contraintes nouvelles auxquelles on va se confronter. Et donc il y a toujours un côté défi, est-ce que je vais y arriver, comment je vais me débrouiller avec ça. Et je pense que ça permet justement d'éviter d'écrire toujours pareil. C'est-à-dire, une nouvelle contrainte, ok, comment je vais m'en sortir? Tiens, ça je ne l'ai pas essayé encore, je vais l'utiliser. Et puis, comme ils ont chacun leur manière de travailler, ils insistent sur des points différents, et ça enrichit le travail du texte. C'est-à-dire que ce qu'un éditeur ne va pas vous dire, on va se souvenir que tel autre éditeur, lui, il aurait peut-être insisté là-dessus, et on va, ouais, faut que j'y pense aussi. Et donc ça permet de faire attention à plein de choses. J'aurais une dernière petite question avant de repasser le micro à Caroline. C'est est-ce qu'il y a des œuvres ou des auteurs de l'imaginaire que vous auriez envie de recommander aujourd'hui, alors que ce soit comme porte d'entrée
pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout ces genres-là, ou alors des choses que vous aimez vraiment particulièrement et que vous avez envie de recommander? Alors c'est dur, mais en fait j'en lis pas énormément de littérature de l'imaginaire, notamment jeunesse maintenant, puisque j'ai plus le temps, je lis surtout des essais. Ou alors je lis vraiment des trucs très ciblés et je relis des classiques beaucoup. Par exemple, j'ai beaucoup relu Jules Verne à travers différents projets, ou lu des romans que j'avais pas lus. Mais dans les derniers que j'ai lus, pas forcément très connus, moi j'aime beaucoup ce que fait Pascaline Nolot. Notamment, elle avait écrit un roman chez Rajo. C'est Eliot et la bibliothèque, je crois. Il y a un adjectif, voilà, qui était très bien. Tout récemment, j'ai lu du Flor Vesco, qui a fait De Cap et de mots, qui est très connu, mais très très bien. Et vous avez de la chance parce que là, on m'a demandé récemment des références, du coup, c'est un peu plus frais. J'avais oublié que je l'avais lu, mais c'était très très bien aussi. Tout ça est un peu plus littéraire, hein, mais c'était Ariel Holtz et c'est Les Sœurs Carmine. Ça, c'est chez Mnemos aussi. Ça, c'est très très bien. C'est une trilogie, mais chaque tome est en fonction d'une des sœurs et c'est un univers un peu steampunk, un peu qui fait d'un peu loin mes pensées un peu à Tim Burton. Le côté un peu dark, mais sympa. C'est du dark sympa, voilà, je le définirais comme ça. Et c'est très très bien écrit, c'est très bien fait. Voilà, c'est quelques œuvres comme ça, jeunesse. Après, pour les adultes, il y a d'autres trucs. Là, par exemple, alors c'est un vieux truc, hein, par contre, je m'en excuse, mais en matière de grande épopée, de fantasy, il y a Les Portes de la Mort, de Waïs Hickman, en 7 volumes. Ça a été publié il y a 30 ans. Là, je suis en train de le relire parce que je tanne une éditrice pour qu'elle le réédite. Et donc, je lui ai dit, si tu veux, je le relis pour te dire si ça marche toujours bien et tout. Là, j'ai lu quasiment 100 pages, c'est toujours bien, je pense que je vais tout relire. Et vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment super, quoi. Là, c'est de l'évasion, on y va. Donc, Les Portes de la Mort de Waïs Hickman pour les adultes. Et vous côtoyez pas trop de collègues, je sais pas, dans les salons, dans le domaine de l'imaginaire? Comment est l'ambiance dans ce milieu? Parce que j'avais posé la question, par exemple, je me souviens à Caril Ferré sur le polar, et bon, peut-être qu'il nous avait menti, mais il dit que les gens qui écrivent du polar sont très sympas et s'entendent bien entre eux. Et plus sympa que dans la littérature blanche. Ah oui, la littérature blanche a très très mauvaise réputation. Au niveau de l'ambiance en tout cas, parce que c'est des gens à l'ego démesuré souvent, qui pensent que parce qu'ils ont écrit un livre en collection blanche, parfois qui sont pas forcément de très bons écrivains, qui sont même stylistiquement très inférieurs à des auteurs de littérature de l'imaginaire, mais comme il y a le genre qui est estampillé et qui a un peu une flétrissure, ça leur permet de... Mais justement, quand on est entre nous, par exemple en jeunesse ou en imaginaire, simplement, ouais, l'ambiance est très sympa, hein, vraiment. Les gens sont curieux de découvrir. Souvent, c'est des gens passionnés, donc on dit soit ils connaissent déjà, soit ils disent t'as écrit ça, fais voir, etc. Donc non, il y a plein de gens, voilà. C'est arrivé plein de fois, on va à un salon, on connaît personne au début, et à la fin, tout le monde se connaît. Donc non, c'est vraiment une ambiance très sympa. C'est très très rare. J'ai pas tellement souvenir de gens vraiment désagréables. Non, c'est très sympa. Franchement, l'ambiance est détendue. Très bien. Lisa, Oui. On en est où? On va conclure. On va conclure. S'il y a des questions. Ah oui, les questions. On avait oublié les questions. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, hein. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup. Attendez, excusez-moi, vu que ça enregistre, je vais vous passer le micro. Comme ça, on aura votre question pour la postérité. Alors, oui, voilà, je voulais vous demander, moi lorsque j'étais jeune, je lisais beaucoup de Lovecraft. Donc, comment le classeriez-vous? Parce que à cette époque-là, on ne classait pas les livres par destination, fantaisie, imaginaire, etc. Alors maintenant, il est plutôt classé dans la dark fantasy. Ouais.
ce qui ne peut pas dire grand-chose. En fait, c'est de la maintenant, on le classe plus dans la fantasy que dans le fantastique, notamment parce qu'on est influencé par tous ceux qui l'ont suivi et qui ont beaucoup réécrit derrière pour donner de la cohérence à son univers, qui existait déjà de façon embryonnaire dans son œuvre, hein, puisqu'en gros, Lovecraft, c'est des grandes créatures anciennes, des espèces de grands dieux qui existent venus de l'espace, comme Cthulhu, Nyarlathotep et tout ça, qui existent depuis très longtemps et qui en gros aujourd'hui commencent à se réveiller et à provoquer des choses abominables, des gens qui deviennent fous, des typhons, etc. Donc lui, il est plutôt classé dans la dark fantasy, mais c'est de la fantasy en fait. Et Edgar Poe, alors, comment on le classe? Edgar Poe, c'est le grand ancêtre, c'est-à-dire c'est celui qui lance un peu tout ça, et qui lance d'ailleurs aussi le policier. Hein. Il est quand même très très fort, c'est-à-dire il arrive à tout faire en même temps. En les nouvelles histoires, enfin les histoires extraordinaires, les nouvelles histoires extraordinaires, tout est dans le titre en fait, c'est absolument génial. Alors c'est dur à lire aujourd'hui parfois, parce que surtout que la traduction de Baudelaire est assez empoulée. Donc elle est très belle, mais parfois c'est un peu lourd, quoi. Surtout pour des jeunes lecteurs, c'est pas accessible. Ça mériterait, je pense, une retraduction un petit peu plus fluide. Mais il y a tout dedans en fait. Mais c'est pas encore construit, mais c'est comme Jules Verne, ça pose vraiment des éléments qui vont être usés et réutilisés énormément. Donc c'est de la pré-fantasy, si vous voulez, je le classerai là-dedans, si vraiment on veut lui donner une étiquette. Oui. Alors j'ai lu un de vos livres, Les Feuillets de cuivre, et j'ai trouvé que c'était effectivement très écrit. Donc on appelle ça le steampunk. Donc je suis restée un petit peu, voilà. Donc c'est écrit à la façon du 19e siècle un peu, hein, donc j'ai trouvé ça, oui, très très original de mélanger donc littérature, crime, et puis ce personnage d'inspecteur qui augmente de volume au fil du temps, après avoir perdu son épouse. Donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'il gonfle avec ses crimes, enfin avec les crimes, je ne sais pas. Alors c'est plusieurs choses. Hein. Normalement, je ne devrais pas vous donner de réponse pour vous laisser vous faire votre propre idée, mais en gros, l'idée c'est à la fois c'est le texte qui grossit à fur et à mesure qu'on écrit. Pour moi, c'est un être purement livresque, Ragon. C'est-à-dire qu'il grossit au fur et à mesure que j'écris des pages sur lui. Et au fur et à mesure que lui lit, il se nourrit de la littérature. Il a un côté vampirique aussi, c'est-à-dire qu'il puise dans la littérature pour se constituer. Mais pour moi, c'est un être de papier. C'est un être de papier, au fond. Et il y a plein d'allusions, si vous lisez de façon très très précise, il y a plein de mots qui indiquent que ce n'est qu'un être de papier. C'est caché, mais et ce sera, justement, je parlais tout à l'heure d'écrire la suite, ce sera un peu creusé là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voit pas manger non plus. Oui. C'est pas la nourriture qui le nourrit. C'est pas les nourritures terrestres en tout cas. Bien, merci. Merci. D'autres questions? Bien, devant. Merci. Est-ce que vous avez utilisé des personnages réels dans vos fictions? Des personnages que vous connaissez, que vous avez voulu... Pas des personnages historiques. Non, des personnages de votre entourage. Alors je le fais très peu, pour une raison assez simple, c'est que, c'est un peu ce que je disais pour Ragon, les personnages de romans, les personnages en général, ce sont des illusions d'êtres humains. On travaille pour faire croire qu'il est vivant, mais c'est jamais que des mots sur du papier, c'est des techniques pour faire croire qu'il existe, c'est des éléments artificiels, en fait, on va lui inventer un physique, on va lui inventer éventuellement une manière de parler, on va lui donner des actions dans sa vie, mais c'est jamais que des mots sur du papier. Et du coup, un être humain est toujours beaucoup plus complexe qu'un être de papier. Du coup, pour le mettre dans une histoire, il faut le réduire. Et je ne veux pas réduire les êtres humains, parce que ça veut dire que je vais analyser les gens qui sont autour de moi, les réduire à une espèce de fiction de personnage, avant de les... Donc non. Pour moi, c'est pas une démarche, j'ai pas envie de faire ça avec les gens que je côtoie. Donc je l'ai fait une fois avec des élèves qui m'avaient inspiré et tout, mais je le fais pas trop, et souvent, d'ailleurs,
je crée une divergence par rapport à la réalité pour qu'on soit bien sûr que c'est pas la même personne, qu'il y a un clin d'œil éventuellement, et encore très rarement, pour qu'on fasse bien la différence entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris aussi d'ailleurs des littératures de l'imaginaire. L'avantage des littératures de l'imaginaire, c'est qu'elles ont la franchise de nous dire ce que je te raconte, c'est que des histoires. Et on le sait dès le début. À la différence de la littérature réaliste qui dit si, ça c'est la réalité. Bah, moi je trouve que c'est plus dangereux de dire attention, je te dis la vérité, plutôt que de dire je vais te raconter une belle histoire. Mais c'est tout inventé, c'est pas grave. Et nous-mêmes après on peut se dire mais attends, c'est pas complètement inventé non plus. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Merci. D'autres questions? Non. Donc, voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette première rencontre de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien de vos Clavel. questions. Merci beaucoup à vous aussi. Restez pour la suite si vous voulez, puisqu'à 16h, on va parler de Buffy contre les vampires. Et puis à 17h, on rencontrera la doubleuse française de Buffy. Ça va être super. Merci. Merci.